ou webinaire plutôt. Voilà, il va falloir s'habituer à cette forme de recevoir, et c'est un honneur de recevoir Jacques Attali à notre conférence de cet après-midi. Je voudrais remercier Faiza Borges, notre vice-présidente de la Chambre de commerce, qui a permis l'organisation de cette conférence que nous connaissons, Jacques et moi. Alors, Jacques, inutile de vous présenter, vous êtes largement connu, écrivain, économiste, haut fonctionnaire. Je retiendrai peut-être une chose importante dans votre carrière. Vous avez été président de la commission de la libération de la croissance en France en 2008. Et là, des leviers viennent de se bouleverser. Ça sera intéressant d'avoir votre opinion. Et puis, vous êtes président de Positive Planète. Positive Planète, qui est une organisation non-profit. Et alors, je ne sais plus si est-ce qu'on m'entend. J'ai peut-être un problème technique. Non? Je vous entends pour ma part. Oui, vous m'entendez. Vous êtes donc président de Positive Planète, et c'est été aussi pour nous une occasion de nous rencontrer à cette communauté exceptionnelle qui est de Saint-Patrignano. Peut-être nous avons Laetitia Moratti, sa présidente, qui nous écoute, et je la salue chaleureusement. Alors, je crois que rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Cher Jacques, que va-t-il rester de cette crise? Quelles tendances humaines, économiques, sociales vont se dégager? Bref, quelles leçons peut-on tirer ou pourrait-on tirer de cette crise, encore une fois, sans précédent, des générations que nous sommes? Nous n'avons jamais connu ça. Je vous laisse la parole. Merci, Jacques. Grazie tanto. Non sono capace di fare questa conversazione in italiano perché ho dimenticato, perché non parlo abbastanza. Allora mi scusa di nuovo il francese, et c'est la Chambre de commerce franco-italienne, donc c'est normal que je parle en français. Je vous remercie. En effet, nous sommes connus dans le contexte de Positive Planète, la fondation que je préside, qui n'est pas loin de notre sujet, puisque sa vocation est de travailler dans l'intérêt des générations futures. Faiza a été très longtemps la directrice fondatrice de notre bureau à Milan, où nous avons fait de grandes choses, en particulier avec Laetitia Moratti, où nous avons organisé des forums à San Patrignano et d'autres choses. Et si elle est là, je la salue avec affection et amitié. Je suis frappé de la façon dont vous avez présenté cette conversation. Quelles leçons peut-on tirer de cette crise? Mais c'est un petit peu, si vous me permettez de vous taquiner, comme si en 1940, on avait dit quelles leçons peut-on tirer de la guerre qui ne faisait que commencer, quel que soit le camp dans lequel on se trouvait à cette époque. Donc, en fait, on ne peut pas tirer la leçon d'une crise qui ne fait que commencer. Bien sûr, il est très important, comme on l'a fait d'ailleurs dans la plupart des pays pendant la Seconde Guerre mondiale, de préparer l'après-guerre pendant la guerre. Mais préparer l'après-guerre n'avait de sens que si on gagnait la guerre. Et gagner la guerre suppose non seulement de faire des plans sur ce qu'on fera une fois la guerre gagnée, mais de la gagner. Et, si possible, de faire des plans qui soient cohérents avec la façon de gagner la guerre. Donc, il faut bien se mettre dans cette situation que la crise n'est pas finie, ni sur le terrain thérapeutique, sur lequel je ne me risquerai pas trop parce que je ne veux pas jouer aux médecins de campagne ou aux faux médecins qui prétendent donner des conseils où il n'est pas compétent. La crise n'est pas finie, elle ne fait d'un point de vue thérapeutique que commencer, sous réserve de la découverte d'un médicament ou d'un vaccin. Et deuxièmement, sur le plan économique, elle n'a pas encore commencé. Donc, tant qu'on n'a pas réalisé ces deux choses-là, on ne peut rien faire pour préparer l'après. Pourquoi est-ce que la crise n'est pas finie sur le terrain médical? Parce que tant qu'on n'a pas un médicament et un vaccin, on n'a rien. Et pour l'instant, à ma connaissance, on n'a pas de vaccin et de médicaments. Et tout ce qu'on fait, et ce que fait magnifiquement le système médical en Italie, la plupart des pays, pas tous, parce que parfois, c'est d'aider les gens, les uns et les autres, plus ou moins malades, à trouver en eux-mêmes la force de résister, en les aidant autant qu'ils peuvent par des systèmes respiratoires, etc. Et si on essaye de ralentir l'épidémie par le confinement, ce n'est pas pour soigner les gens, puisque ça ne soigne personne,
c'est pour éviter d'avoir à choisir entre les malades qui seront mis en situation d'avoir besoin de respirateurs ou d'outils de complément à leur force intérieure, comme on l'a vu d'ailleurs en Italie. Donc nous sommes dans une situation où en matière sanitaire, on ne fait que créer les conditions pour ne pas avoir à choisir ceux qui vont mourir. On en est là et nulle part ailleurs, tant qu'on n'a pas de médicaments ou de vaccins. Et naturellement, chaque jour, on avance davantage, les techniques d'assistance s'améliorent, le degré de progrès est considérable, mais malgré tout, on n'est pas sorti du tout. Pourquoi tant qu'on continue ainsi, le confinement reste nécessaire, la distance sociale reste nécessaire, et toutes les activités qui exigent des foules, soit au travail, soit comme consommateurs, sont des activités qui restent extrêmement dangereuses, qui doivent être faites. On doit avoir beaucoup de gratitude pour ceux qui les font, qui prennent les transports en commun, qui sont dans les usines, dans les hôpitaux, beaucoup de gratitude à leur égard, parce qu'ils risquent leur vie pour que nous puissions être confinés plus ou moins confortablement. Tant qu'on n'a pas de vaccin et de médicaments, aucune chance de retourner à l'ordre antérieur. Et ça, visiblement, c'est pas, ça peut être demain matin si quelqu'un nous l'annonce, mais vraisemblablement, c'est pas avant 2 ans. Donc pendant 2 ans, nous allons avoir au moins, j'en sais rien, parce que je ne sais pas quand ce médicament et le vaccin seront trouvés, ce sera peut-être encore une fois beaucoup moins ou beaucoup plus, nous allons vivre avec des besoins de protection contre une maladie dans lequel on ne peut rien faire que réduire le nombre de cas à la capacité hospitalière du pays. Et le confinement vise seulement à réduire le nombre de cas à la capacité hospitalière du pays, capacité qui a augmenté en Italie comme en France et comme en Italie, qui permet simplement d'avoir plus de malades et plus de morts, mais pas de régler aucun des problèmes d'aucune sorte que cette maladie. En termes économiques, la situation ne fait que commencer à être grave parce que pour la première fois dans l'histoire humaine, on a choisi d'arrêter une économie mondiale, quel que soit le régime politique, tous les pays l'ont fait, parce qu'on ne voulait pas risquer la vie des gens. Dans les épidémies précédentes, on n'a rien arrêté du tout, les gens sont morts, parfois dans l'indifférence, parfois dans la souffrance. Il y a eu, je vous rappelle, en 1968, une épidémie, 68, il n'y a pas si longtemps, une épidémie qui a fait mondialement 1 million de morts, dont personne n'a jamais entendu parler, et qui n'a arrêté l'économie de personne. Là, aujourd'hui, on l'a fait, on l'a arrêté pour un nombre de morts qui semble devoir atteindre le même ordre de grandeur. Mais cet arrêt a déjà eu des conséquences considérables en termes de perte de richesses à l'échelle planétaire. On a perdu des richesses planétaires de l'ordre de 15%, je dirais entre 10 et 15% du PIB mondial. On nous dit -2, -3, c'est pas vrai, c'est 10 à 15. Donc, ça veut dire que le PIB mondial cette année sera autour de 85 de ce qu'il était l'année dernière, ce qui veut dire qu'on a perdu 15 pour un PIB mondial de l'ordre de 10 trillions, vous voyez ce que ça veut dire, ce qui veut dire qu'on a, et que si l'année prochaine, même si l'année prochaine on reprenait, ce qui est peu vraisemblable, si on reprend de +5, ça sera +5 par rapport à 85, c'est-à-dire +4, et on sera à 89. Et fin 2021, on sera encore à -10 de ce que nous étions fin 2019. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes dans des économies extrêmement touchées très profondément, dans lesquelles, pour l'instant, on vit à crédit, mais ce crédit peut avoir 2 sens. C'est d'abord une procrastination de gens sidérés par l'événement qui ne veulent pas le comprendre et qui croient qu'il suffit de donner de l'argent pour attendre et que tout va revenir et qu'on va se réveiller de ce cauchemar, ou au contraire, donner de l'argent pour créer les conditions pour éviter ce -15, éviter ce -20 d'ici à 2021 et revenir à une situation meilleure plus tôt. Pour ça, pour y parvenir, il faut simplement reprendre ce que je viens de dire. Premièrement, il faut donner beaucoup plus d'argent à la recherche médicale, qui n'en a pas, contrairement à ce qu'on dit assez. Deuxièmement, il faut donner beaucoup plus de moyens aux secteurs économiques qui sont concernés par les enjeux de cette crise. Et c'est ce que j'appelle pour ma part l'économie de la vie, qui dans certains pays représente 50% du PIB, dans certains 60%, et qu'il faut monter au plus vite, parce que c'est l'intérêt de tous et c'est l'intérêt de ces secteurs,
à 70 ou 80% du PIB, en investissant par l'argent qu'on donne à toutes les entreprises d'une façon aveugle, mais beaucoup plus ciblée sur ces secteurs, en investissant par l'État, par les collectivités territoriales, par l'Europe. C'est quoi ces secteurs que j'appelle l'économie de la vie, et dans lesquels il faut mettre beaucoup plus d'argent tout de suite, sans se contenter d'arroser tout le monde pour créer les conditions de survivre d'une économie qui de toute façon va souffrir énormément. L'économie de la vie, c'est d'abord l'économie de la santé. Évidemment, beaucoup plus d'argent dans les hôpitaux, dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie du matériel médical, dans l'hygiène. Beaucoup plus d'argent dans l'alimentation, beaucoup plus d'argent dans l'agriculture. Les autres secteurs, c'est l'éducation, le numérique, la distribution, la sécurité, le système d'assurance et de placement de l'épargne, l'énergie propre, l'hygiène, l'eau, le digital, la culture, tous secteurs qui sont pour la plupart d'entre eux des secteurs compatibles avec la distanciation, sauf une partie de la culture, mais qui supposent pour fonctionner qu'on y mette beaucoup plus de moyens financiers parce que c'est par eux qu'on trouvera les façons non seulement de vivre dans une économie dans laquelle l'épidémie est toujours là, et de créer les conditions pour que l'épidémie s'en aille le plus vite possible. Quand j'ai parlé de l'éducation, j'ai inclus évidemment la recherche qui fait partie des enjeux principaux d'aujourd'hui. C'est donc cette double priorité qui ne peut pas être simplement quelque chose d'annexe. Par exemple, à l'échelle européenne, on parle de eurobonds, faut-il faire quelque chose? Oui, bien sûr, et on va le faire, j'en suis sûr. Mais si c'est pour donner de l'argent à des entreprises qui ne se réorienteront pas et qui attendront simplement que la situation redémarre comme avant, ça ne sert à rien. Il faut donner beaucoup d'argent à ces entreprises, à toutes, mais à condition, soit qu'elles soient dans les secteurs que je viens de dire de l'économie de la vie ou d'autres secteurs, on dira de l'économie de la vie si j'en ai oublié quelques-uns, mais pour que les autres se réorientent. Par exemple, il n'est pas normal qu'en matière de respirateurs et d'équipements médicaux, en matière de recherche, dans tous les secteurs, on ne mobilise pas toutes les compétences d'ingénieurs de tous les secteurs. L'industrie mécanique, l'industrie automobile, qui ne va pas produire beaucoup de voitures avant longtemps, à l'égard de ces consommateurs qui sont certainement moins pressés d'acheter une voiture aujourd'hui, mais qui pourraient, si on les réoriente, produire beaucoup plus d'instruments de l'économie de la vie, matériel médical, matériel de santé, matériel d'éducation, digital, beaucoup de secteurs qui sont aujourd'hui en manque et dans lesquels des secteurs peuvent être convertis. Ça me ramène à parler de l'économie de la guerre. Dans la guerre, on a reconverti beaucoup de secteurs vers la production d'armement. Aujourd'hui, il aurait fallu depuis un certain temps, mais il faut plus encore dans la durée, parce que cette crise n'est pas une parenthèse courte, reconvertir une partie de notre économie dans ces secteurs. Et je pense que c'est un projet national pour chaque pays. Développer une économie de la vie, c'est un projet qui a du sens, qui nous prépare aux enjeux des pandémies successives, parce que celle-là, parmi beaucoup d'autres, j'avais prévu il y a 10 ans que j'avais expliqué qu'une telle pandémie était possible. Si on l'avait préparée il y a 10 ans, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et se préparer aux pandémies suivantes. Donc, il faut prendre conscience que cette crise est longue, que si on ne fait rien, on va simplement procrastiner et accumuler des dettes qu'un jour ou l'autre, on ne pourra plus payer et qui vont faire exploser tous les systèmes financiers mondiaux, que la croissance ne repartira pas toute seule, que la fin du confinement, c'est la garantie d'une augmentation du nombre de cas qui ne sera tolérable que parce qu'on aura plus de respirateurs, mais qui ne changera rien au fait que cette maladie restera mortelle tant qu'on n'aura pas mis les moyens nécessaires dans l'économie de la recherche, dans l'économie du médicament, du vaccin et dans l'économie de la vie en général. Voilà quelques remarques introductives, peut-être un peu sombres, mais je serais ravi de répondre à vos questions plus longuement à partir de maintenant. Alors, cher Jacques, merci évidemment de ce panorama. Oui, il a au moins la franchise de cette réalité crue que nous sommes en train de vivre et puis probablement des réponses que nous n'avons pas encore. Alors, je viens à une première question qu'un de nos webinaires nous envoie et je vous la transmets, Jacques. Pensez-vous qu'après cette crise,
le rêve de l'Europe comme puissance géopolitique soit toujours actuel et réalisable? Alors, je corrigerai la question pour dire, pensez-vous que pendant cette crise, et pas après cette crise, parce que cette crise, elle est là pour longtemps, donc s'il faut dire après, non. Moi, je pense que la place de l'Europe dans le monde aujourd'hui peut être meilleure que jamais. D'une part, parce que la puissance géopolitique américaine est en déclin, les États-Unis eux-mêmes ne veulent plus jouer un rôle géopolitique, ils ne sont plus là pour nous aider, ils ne savent même plus s'aider eux-mêmes, ils sont en train de se discréditer, on ne voit pas d'Américains ni débarquer en Europe pour nous apporter l'industrie médicale dont ils pourraient disposer, ça n'est pas le cas. Encore moins aider l'Afrique qui va en avoir de grands besoins, ni l'Amérique latine. Donc l'Amérique est discréditée pour le moment en termes de géopolitique majeure. Deuxièmement, la Chine, qui est quand même assez, sans polémique excessive, à l'origine de tout cela, parce qu'elle n'a pas obéi aux règles internationales d'hygiène, l'hygiène étant un des secteurs majeurs de l'économie de la vie, je le disais tout à l'heure, la Chine, à mon avis, ne sera pas le grand vainqueur géopolitique. D'abord, parce que j'ai toujours pensé, indépendamment de cette crise, que la Chine ne voulait pas être un grand acteur géopolitique, puisque la Chine ne s'intéresse qu'à elle-même et à s'assurer d'avoir les moyens de nourrir sa population, car la Chine ne peut pas nourrir toute seule sa population, et son obsession est d'assurer les matières premières dont elle a besoin, et non pas de dominer idéologiquement ou politiquement le reste du monde. Je rappelle que les États-Unis ont quelque chose comme 40 bases à l'étranger, sont des bases dans 40 pays, la Chine a une base dans un seul pays à l'étranger, c'est révélateur de la différence de conception géopolitique des États-Unis par rapport à la Chine. D'autre part, le niveau de vie des Chinois reste inférieur au tiers du niveau de vie des Américains. Donc, à tout critère confondu, la Chine n'a pas ni l'envie, ni vocation à devenir une superpuissance. Par contre, l'Europe, bien sûr, l'Europe peut se défaire dans cette crise. On peut voir dans un an ou moins, quand le chômage va exploser parce qu'on n'aura pas été capable de le gérer. On peut voir M. Salvini en Italie, Mme Le Pen en France, l'AfD en Allemagne, d'autres ou là prendre le pouvoir en disant c'est l'Europe qui est la cause de tout ça, c'est la faute de l'Europe, c'est la faute de la globalisation, il faut casser tout ça, et on peut imaginer que tout ce qu'on a construit se défasse. C'est possible. Mais l'inverse est aussi possible, non seulement souhaitable, mais possible. Premièrement, parce que l'Europe n'a pas si mal réagi que ça. La Banque centrale fait très bien son travail, mais tout l'argent qu'il faut, en termes de trésorerie, pas en termes d'économie de la vie, puisque son rôle, c'est de permettre au gouvernement le temps d'agir. Deuxièmement, le Conseil européen, jusqu'à présent, la santé n'était pas de sa compétence, donc c'est normal qu'il n'ait pas agi, mais je ne suis pas pessimiste, je ne pense pas qu'on aura au Conseil de jeudi une décision majeure pour créer un grand fonds de 1 000 milliards ou 1 500 milliards pour prendre le relais de l'action de la Banque centrale, mais je crois qu'on ne l'exclura pas et que ce fonds existera au cours de l'été et ça suffira. Il faut qu'il existe au moment où on se rendra compte que le soutien en trésorerie ne suffit pas pour des entreprises qui sont condamnées à disparaître et qu'il faut créer les conditions de la réorientation, la réorganisation, de la conversion qu'un tel fonds devrait rendre possible. Donc, je pense que l'Europe peut être à la hauteur. Et si on regarde bien, si l'Europe est à la hauteur de sa reconversion industrielle, de son grand moteur d'action, au fond, l'Europe est mieux placée que personne. On a le meilleur système de santé du monde, ou le moins mauvais, comparé aux autres. On a le meilleur système de règles de droit, le rule of law européen est de loin le meilleur. Notre système de gouvernement n'est pas pire que les autres. Si vous comparez le chaos entre le gouvernement fédéral et les États aux États-Unis, ou le désastre de l'obscurité et de l'absence de transparence chinoise, notre modèle est de loin un des moins mauvais. Et donc je pense que l'Europe peut apparaître comme le vainqueur de cette crise. Bien sûr, on n'a pas d'armée, notre capacité en intelligence artificielle est moindre que celle de la Chine, on a des grandes difficultés à décider, mais une telle crise peut nous aider à accélérer. Le pire n'est loin d'être certain. Si on faisait des sovereign bonds pour l'économie de la vie, dans les semaines ou les mois qui viennent, je pense qu'on peut être le grand vainqueur géopolitique de cette histoire.
Ok, d'accord, Jacques. Une question sur la Chine, malgré tout. À vous écouter, vous dites donc que la Chine n'a pas d'ambition extraterritoriale. Elle vient de s'installer récemment, d'ailleurs, à Djibouti. Vous l'avez dit, une base militaire. Elle est très récente, je crois ça fait moins d'un an qu'ils se sont installés à Exactement. Djibouti. Et ils s'en sortent quand même, au jour d'aujourd'hui, de cette épidémie mieux compte tenu de la population. Et plus de ce milliard d'habitants, mieux en tout cas d'autres pays. Et l'Amérique, les États-Unis, alors par contre, s'effondrent. On voit par là quand même une tendance de civilisation, un renversement entre même des méthodes et des concepts, d'ailleurs politiques, entre la démocratie, la liberté, et puis le côté plutôt très discipliné, autoritaire, jusqu'au droit, au droit essentiel de liberté des hommes et des femmes. Et vous n'avez pas ce sentiment que cette crise accentue ces deux grands pôles entre la Chine et les États-Unis? Non, absolument pas. Encore une fois, le modèle chinois, les Chinois ne veulent pas l'exporter. La dictature peut apparaître provisoirement comme une bonne solution. Elle est apparue dans les années 30 comme une bonne solution. Il ne faut pas oublier que les premiers régimes soi-disant sociodémocrates, c'est l'Italie de Mussolini, l'Union soviétique de Lénine, Hitler avant Roosevelt. Donc, il y a eu un passage totalitaire avant d'aller vers la démocratie. Mais le totalitarisme n'est pas un régime durable parce qu'il ne crée pas les conditions d'une adaptabilité par la discussion, la prise en compte des erreurs, des changements, des points de vue différents. Dans l'histoire humaine, depuis au moins 1000 ans, aucune nation qui n'était pas, au moins au sein de ses élites, en situation de liberté intellectuelle n'a été dominante. Jamais. Seules les nations dans lesquelles il y avait une liberté intellectuelle, au moins des élites, ont été dominantes. Donc je ne crois pas que le modèle totalitaire l'emporte. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas des contraintes à la liberté. Évidemment, mais ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il faut, dans nos démocraties, laisser tout le monde contaminer tout le monde? Non, bien sûr. De la même façon, est-ce qu'il faut laisser tout le monde fumer? Alors que fumer est non seulement mauvais pour sa propre santé, mais mauvais pour les dépenses publiques, parce qu'il va falloir soigner ceux qui ont le cancer parce qu'ils fument. Est-ce qu'il faut laisser tout le monde devenir obèse? Non, ce n'est pas l'intérêt de la collectivité que de laisser les gens devenir obèses. Ce n'est pas l'intérêt personnel. Donc nous allons de plus en plus prendre conscience que le respect de soi suppose une restriction de la liberté, que le respect des autres suppose une restriction de la liberté, qui peut être parfaitement compatible avec la démocratie. La démocratie, ce n'est pas la juxtaposition d'anarchie et de la liberté individuelle. C'est la juxtaposition de gens qui se respectent et respectent les autres, qui passent par des restrictions conscientes, lucides et volontaires de la liberté. Merci. Alors, une question, je la lis intégralement qu'on vient de recevoir. La crise sanitaire que nous sommes en train de vivre nous a posé face aux limites et problèmes dérivant de la délocalisation. Y a-t-il des solutions aux délocalisations internationales des activités économiques mondiales, à votre avis? Une question posée par... Attendez, vous pouvez répéter, je n'ai pas bien compris. Alors, je vais la relire aussi, parce que c'est live. Donc, la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre nous a posé face aux limites et problèmes dérivant de la délocalisation. Alors, donc, y a-t-il des solutions aux délocalisations internationales des activités économiques mondiales, à votre avis? Alors, je suppose la question oui, j'ai est assez mal compris. tournée. D'abord, la crise n'est pas liée aux délocalisations. La crise est liée à autre chose. La crise est liée à ce qu'on a laissé circuler un virus et que les Chinois, par absence de transparence démocratique, ne l'ont pas dit. Donc ça n'a rien à voir avec les délocalisations. Les délocalisations ont été le moyen de s'affaiblir parce qu'on n'a pas pu réagir pour obtenir chez soi les médicaments qui étaient fabriqués qu'en Chine, ou les matières premières qu'on ne trouvait qu'en Chine, ou les spare parts, les parties des pièces détachées qui n'étaient produites que dans d'autres pays. Donc il est urgent de réduire ces délocalisations.
Mais en même temps, cette délocalisation est nécessaire parce qu'elle crée les conditions d'une interdépendance. Si vous voulez que les Allemands aient intérêt à défendre l'Italie, il faut que Mercedes continue à avoir besoin des pièces détachées de ces voitures dont le tiers est produit en Italie. Si l'Allemagne produit tout ce qui est nécessaire à produire des Mercedes, l'Allemagne ne s'intéressera pas à l'Italie. Donc, l'interdépendance, la délocalisation entre pays européens est une bonne chose pour créer les conditions d'une solidarité de développement. Il faut donc qu'en Europe, on ait une conscience d'une souveraineté européenne et qu'en matière en particulier des industries de la vie, nous soyons solidaires et que nous acceptions une délocalisation à l'intérieur de l'Europe comme base légitimant notre solidarité. Mais naturellement, moins à l'égard d'autres pays, et il ne faut jamais se trouver en situation de dépendance à l'égard d'un seul. On n'a pas assez surveillé ce critère, et il faut maintenant, évidemment, d'une façon massive, s'en occuper. Je partage parfaitement votre avis. Une autre question, pensez-vous que la démocratie telle que nous la connaissons aujourd'hui s'exercera de la même manière après cette crise? Certaines décisions, certaines décisions doivent-elles revenir à des scientifiques plutôt qu'à des politiques élus? C'est original. Oui, certains le disent, mais les scientifiques, je ne crois pas qu'il faut. On le fait déjà, hein, on confie beaucoup de décisions à des comités, machin chose, des comités médicaux, et aujourd'hui, beaucoup de politiques se lavent les mains en confiant la décision à des médecins. Mais les médecins ne peuvent avoir qu'un avis médical, ils ne tiennent pas compte de toutes les dimensions. C'est pourquoi aujourd'hui, par exemple, si on écoutait les médecins, on ne déconfinerait jamais, aussi longtemps qu'on n'a pas le médicament et le vaccin, ce qui serait peut-être une très bonne décision. La question plus largement pose la question de savoir si la démocratie est un système capable de prendre des décisions impopulaires et des décisions de long terme. Je crois que c'est une grande question. Aujourd'hui, on peut avoir le sentiment que la démocratie n'est pas un très bon système parce qu'elle ne prend que des décisions immédiates en fonction du sondage d'opinion qui rapporte à l'homme politique, qu'un homme politique italien, par exemple, peut avoir du mal à accepter le MES parce que le MES n'est pas bien vu par son opinion, même si peut-être que le MES serait une bonne solution. Et on pourrait prendre bien d'autres exemples. Et de même en Allemagne, l'Allemagne peut être contre les eurobonds parce que ça pourrait donner des voix à l'AfD. Donc ça, c'est des circonstances qui font que la démocratie de court terme n'est pas bonne. C'est pourquoi d'ailleurs dans notre fondation, Positive Planète, nous disons qu'il faudrait avoir ce qu'on appelle une démocratie positive, c'est-à-dire une démocratie qui donne le droit de vote aux générations futures et qui décide en fonction aussi de l'intérêt des générations futures. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne se tromperait pas, parce qu'on peut se tromper sur ce qu'est l'intérêt des générations futures, mais c'est ce qu'on fait chacun d'entre nous quand on a des enfants. Normalement, quand on est normalement constitué et qu'on s'intéresse au sort de ses enfants, on prend des décisions concernant sa propre vie en fonction de l'intérêt de ses enfants. Il faudrait que dans la démocratie, on considère que toutes les générations futures sont nos enfants à nous tous, et qu'on décide en fonction de leur intérêt, mais pas seulement du nôtre. Ça nous amène à restreindre les décisions qui sont dans notre intérêt. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans notre fondation, nous avons mis en place des indices de mesure de la positivité. On mesure la positivité de tous les pays de l'OCDE, c'est-à-dire voir comment les pays tiennent ou non compte de l'intérêt des générations futures. On s'aperçoit que la France n'est pas très bien classée dans cet indice depuis 5-6 ans que nous le faisons, que l'Italie est très mal classée puisqu'elle est dans les derniers, et le fait que l'Italie soit dans les derniers n'est pas sans lien en fait avec le fait que l'Italie manque d'un grand nombre d'éléments qui lui permettent de préparer mieux son avenir. Donc, la grande question de demain, c'est la démocratie est-elle compatible avec la prise en compte des intérêts du long terme? Je crois que oui, mais peut-être verra-t-on passer par une phase dictatoriale où on laissera des dictateurs et ou des scientifiques, eux-mêmes dictateurs, prendre des décisions à la place de la démocratie. Ce que je ne souhaite pas. Non, non. Mais en fait, la force d'une démocratie, c'est aussi le partage de valeurs communes. C'est ce qui la rend plus forte et plus saine quelque part. Hein, cette valeur, ça peut être aussi des valeurs, bien sûr, de défendre les générations futures. C'est une valeur importante, c'est des principes importants et des règles du jeu qui sont institutionnelles. C'est ça qui rend une démocratie plus forte. Une démocratie est forte si en effet elle a des valeurs communes, et les valeurs communes, c'est la liberté,
Pour nous, en France, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité qui est un triptyque indépassable, puisque la liberté et l'égalité ne sont incompatibles sans la fraternité, et que la fraternité est la clé qui résout de ce qu'on appelle, que je préfère appeler pour ma part, l'altruisme. Et d'abord, l'altruisme intéressé, nous avons intéressé à être altruiste, et nous avons aussi ensuite intérêt à trouver du plaisir à être altruiste sans vraiment y avoir de l'intérêt. C'est ça les fondements de la démocratie. Et en effet, une société ne peut survivre que si elle a un projet commun. Pourquoi je mets en avant ce concept d'économie de la vie qui me paraît, dans la circonstance actuelle, la meilleure façon de focaliser les valeurs. La vie passe au-dessus de tout. Si la vie passe au-dessus de tout, alors il faut que l'économie soit une économie de la vie et pas une économie de la mort. Et pas non plus ce que c'est aujourd'hui dans la crise, une économie de la survie. Parce que ce qu'on a mis en place depuis 3 semaines, 1 mois, c'est pas une économie de la vie, c'est une économie de la survie du monde d'avant. On ne fait pas vivre des gens simplement en les mettant sous respirateur. Alors, on a encore quelques instants pour quelques questions. Une question qui tombe, est-ce que la restriction de la liberté peut consister à contrôler, voire museler ce que dit la presse populaire, elle critique l'action de toute évidence improvisée des gouvernements, etc. etc. On peut la rassembler sur est-ce que cette crise va limiter les libertés individuelles? Encore une fois, limiter les libertés à ce qui nuit à soi-même et à autrui ne me paraît pas limiter les libertés. Si je vous empêche de manger trop de sucre, est-ce que je limite vos libertés? Si je vous empêche de toutes les façons de fumer trop, non. Et parce que ça nuit à vous, mais en nuisant à vous, ça nuit aux autres. Si je vous empêche de vous promener en toute liberté alors que vous êtes malade et aller contaminer 300 personnes, c'est une limitation légitime de la liberté. Donc il y a des limitations légitimes de la liberté qui sont connues depuis 2000 ans. Ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Ces limitations-là, dont le contenu change avec le temps et qui aujourd'hui changent encore, sont parfaitement légitimes. Et il ne faut pas considérer que dès qu'on limite une liberté parce qu'elle réduit la liberté d'autrui, qu'on attente aux libertés. Qu'on attente aux libertés. Alors, il y a une question qui revient, et ça revient sur la Chine, hein, décidément. La Chine est à l'origine de 3 crises sanitaires majeures durant ces 20 dernières années. Peut-elle être sanctionnée par la communauté internationale? Alors, j'ajouterais à cette personne qui pose cette question, est-ce que la politique, en tout cas le comportement du président américain, qui est un peu dans cette ligne, se justifie et est justifié? Dans toute crise, on cherche des boucs émissaires, on cherche des gens qui sont coupables pour éviter d'avoir réglé le problème soi-même. Ça a été très souvent dans toutes les épidémies, différentes communautés qu'on a désignées comme boucs émissaires. Ici, il est clair que en Chine ou en Asie en général, il y a eu des pandémies depuis très longtemps. Quand on regarde l'histoire des pandémies, il y a des pandémies en Chine depuis très longtemps, en Asie depuis très longtemps. Même la peste noire vient d'Asie. L'Asie est le berceau de beaucoup de pandémies, ce qui fait d'ailleurs que les Asiatiques, les Japonais comme les Chinois, comme d'autres, sont mieux préparés à ce genre d'événements parce qu'ils en ont connu et qu'ils disposent de moyens ou d'habitudes culturelles de distanciation, de masques, etc., que nous n'avons pas parce que nous n'avons pas connu. Donc, ce n'est pas nouveau. Et le régime chinois n'est pas responsable de quelque chose qui est très profondément lié sans doute à des habitudes de consommation en Asie depuis 2000 ans, il faudra certainement creuser, et dans lequel une rule of law mondiale devrait rendre interdit, par exemple, la consommation d'animaux sauvages ou l'absence de règles d'hygiène sur les marchés. Ça, c'est une des choses qu'il faudrait imposer, et la première contrainte serait celle-là. Maintenant, est-ce qu'il faut punir les Chinois? Essayez donc de punir quelqu'un à qui vous êtes en train de supplier de vous vendre des masques. Expliquez-moi comment vous allez faire. Ça me paraît extrêmement difficile aujourd'hui. Et donc, il faut se trouver en situation d'une création d'un consensus dans lequel chacun progresse à la fois vers plus d'autonomie, il faudrait qu'on ait moins besoin des masques venant d'Asie, mais en même temps qu'on crée les conditions d'une rule of law commune. Et ça ne sert à rien de faire perdre la face à l'autre pour progresser. Ça sert juste à avoir un bouc émissaire facile et ça ne règle rien.
Alors, on va voir vers les dernières questions. Une question qui nous vient, cette crise d'une ampleur inédite révèle plus que jamais des lourdeurs étatiques, administratives, un État central qui semble tétanisé lors des prises de décision. Dans le même temps, nous avons assisté à la grande mobilisation des acteurs privés sans avoir la main qui tremble parmi les fleurons tricolores de notre industrie. Je pense en France, va-t-on assister à un bouleversement du système de l'État centralisé? Ben, j'ai les mêmes analyses et pas la même conclusion. C'est vrai que beaucoup d'acteurs privés se sont bien développés, beaucoup, et on peut dire beaucoup d'admiration, comme je le dirais par exemple pour le groupe LVMH et pour beaucoup d'autres. Mais enfin, il y a quand même énormément de groupes privés qui n'ont pas fait grand-chose encore et qui pourraient faire beaucoup plus. Je ne veux pas les nommer, mais une très grande partie de l'industrie, puisqu'on parle de la France, n'a encore rien fait pour se réorienter vers l'économie de la vie et continue à tendre la CBI pour avoir les moyens de l'État pour survivre en attendant que ça passe, sans même réduire les revenus des dirigeants ou des actionnaires. Donc on ne peut pas dire d'une façon générale que ça a été d'une façon massive. L'État, je partage ce qui a été dit, bureaucratique, encombré, beaucoup de querelles internes, mais pourquoi? Ma conclusion est exactement l'inverse de celle de notre interlocuteur. Ma conclusion, c'est que parce qu'il n'y a pas assez d'État. Non pas assez, il y a trop de bureaucratie et pas assez d'État. Il n'y a pas assez de moyens de décision. Si l'État, demain matin, en France ou en Italie, disait « je siffle la fin de la récréation, je supprime un très grand nombre de réglementations qui nous embêtent, et maintenant je mets tout l'argent sur les secteurs de l'économie de la vie, et toutes les subventions vont aller vers ça, et ceux qui ne sont pas dans ce secteur, je ne vous donne pas d'argent si vous ne me montrez pas que vous êtes en train de vous reconvertir vers ces secteurs. Et je me donne les moyens de le faire. À ce moment-là, l'État jouerait vraiment son rôle. Il y aurait moins de bureaucratie, il y aurait davantage d'incitation au secteur privé d'agir et on serait beaucoup plus efficace. Alors, nous avons... C'était la dernière question, cher ami. Oui, je crois qu'on arrive à la dernière question. Si vous le voulez bien, on les rassemblera. Peut-être qu'on essaiera de vous faire partir auprès de votre secrétariat. Peut-être qu'il y a des questions auxquelles vous pourrez, à l'occasion, on peut en prendre encore une, si vous voulez. Alors, on en prend une. Comment expliquer que collectivement, le monde a décidé d'arrêter brutalement l'économie face à cette pandémie, alors que d'autres pandémies, tout aussi graves, n'avaient pas eu cet effet? Je vous remercie. J'ai évoqué cette question en commençant. C'est la question centrale. C'est la première fois qu'on décide d'arrêter. Avant, on avait dû arrêter parfois parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, parce que les gens mouraient et qu'on ne pouvait pas faire autrement. Là, on l'a décidé parce que tout simplement, depuis les années 75, 80, l'espérance de vie a beaucoup augmenté et la vie devient une priorité. Je dirais, peut-être même d'une façon un peu plus sombre, que ce n'est pas la vie qui devient une priorité, mais c'est qu'on ne veut pas afficher qu'on choisit ceux à qui on sauve la vie. Au fond, quand on regarde ce qui se passe là, on n'a pas tellement les moyens de soigner. Les médecins font un travail magnifique, mais on a surtout les moyens de donner les moyens à chacun de trouver en lui-même la force, avec tous les supports différents, de résister. Et on ne veut pas se trouver en situation d'avoir à choisir. Donc on a arrêté l'économie, et pratiquement tous les pays l'ont dit, pour que la courbe de contamination, et en particulier des cas graves, ne dépasse pas les moyens de respirateurs. Ça veut dire qu'on ne veut pas avoir à choisir ceux à qui on donne un respirateur. Donc, pour faire très court, d'une façon caricaturale et très excessive, je dirais, on n'a pas choisi la vie contre la mort, contre l'économie. On a choisi de ne pas choisir qui va mourir contre l'économie. Et c'est ça le choix qu'on a fait. On ne veut pas être en situation d'avoir à choisir qui va vivre ou mourir. Alors qu'avant, on le faisait implicitement très bien. C'est donc un grand progrès qui n'est pas encore le progrès du choix de la vie, puisqu'on ne se donne pas les moyens que j'ai dit tout à l'heure en termes de médicaments, de vaccins, d'économie de la vie, mais c'est un grand progrès puisqu'on veut que tout le monde ait les mêmes moyens, les mêmes chances de résister à la maladie. Bon, cher Jacques, vraiment, merci. Je crois qu'on a fait, bien sûr, très rapidement, hein, ces 45 minutes, on s'était fixé de cette panorama global. Moi j'ai trouvé votre intervention plutôt
allez positive. Hein, c'est vraiment positive planète, planète positive, plutôt positive. C'est peut-être une opportunité, c'est peut-être une chance. Ce que nous vivons, qui est dramatique évidemment aujourd'hui, c'est peut-être une chance. Je retiens des secteurs d'activité dans lesquels vous dites la recherche médicale, l'alimentation, l'agriculture, la sécurité, l'énergie, vous avez cité l'eau, l'éducation, la culture, sous une autre forme, les assurances par exemple. Voilà des secteurs d'activité, bien sûr, et qu'il va falloir investir. Peut-être dans un autre esprit, un esprit plus humain, avec peut-être plus d'humanité. Croisons les doigts que cette crise nous amène vers du meilleur. Et vous êtes tous des chefs d'entreprise, en particulier franco-italiens, oui, donc c'est à vous à le faire ensemble. Oui, voilà, nous avons 1950 sociétés françaises présentes en Italie, environ 250 000 personnes travaillent pour des sociétés de capitaux français ou de dirigeants français en Italie. On a une action, je crois, tous ensemble, de cette chambre de commerce qui essaie de rassembler, mais il y a des grands groupes aussi qui sont très, très présents, et beaucoup, vous avez nommé un groupe dans la mode, et il y en a bien d'autres. Aujourd'hui, nous avons eu récemment le dirigeant de Carrefour et comment ils se battent aujourd'hui, et c'est pas facile aussi pour eux de rouvrir, d'avoir les magasins ouverts, d'avoir des gens qui ont peur, hein, avec 30 ou 40% d'absentéisme. Oui, ces crises aussi révèlent des héros, révèlent aussi des bonnes choses, moins bonnes bien sûr, mais aussi des bonnes. Et je crois que c'est dans ce sens-là, et à nous, dans les entreprises, de favoriser, d'orienter ces investissements vers quelque chose de positif, et penser à ces générations futures, qui est votre leitmotiv et que je partage complètement. Merci, cher Jacques. J'espère que je vais avoir l'occasion de se revoir peut-être en Italie lorsque tout ceci sera fini, qu'on pourra malgré tout se serrer la main sans masque et sans lunettes et sans gants. Voilà ce qu'on peut espérer rapidement. Encore une fois, merci. Je vois que vous avez mis cette conversation derrière vous sous le sigle de Spinoza. Et Spinoza pensait que le bonheur et la joie de vivre étaient la clé d'une société épanouie. Et donc, ça me paraît un excellent cadre pour conclure cette conversation. Merci, merci. Beaucoup d'éthique dans tout cela, bien sûr. Merci, Jacques. Je remercie tous nos webinaires, auditeurs et amis. On se donne rendez-vous. Vous aurez le programme des prochains webinaires qui vous arrivera sur vos emails, SMS et WhatsApp. Encore une fois, merci à vous tous et à très bientôt. Au revoir.